Madame, Monsieur, bonsoir. Au programme de cette édition, retour sur le cessez-le-feu annoncé par Donald Trump. Alors que le combat entre l'Iran et les États-Unis doit s'interrompre pour 2 semaines dans le cadre des négociations de paix, des frappes ont été détectées, tandis qu'Israël poursuit ses opérations sur le Liban. L'actualité, c'est aussi J.D. Vance à l'aide de Viktor Orban. Le vice-président américain s'est exfiltré du bourbier d'Ormuz le temps de quelques jours pour apporter son soutien au Premier ministre hongrois en pleine campagne électorale. Et puis en France, le ministère de l'Éducation nationale prévoit une baisse du nombre d'élèves pour les années à venir, une occasion probablement ratée d'améliorer les conditions d'enseignement. Vous payez des impôts sur le revenu ? Sur les sociétés ? Vous en avez assez de financer les choix désastreux de nos dirigeants politiques, de contribuer à des guerres qui nous affaiblissent, que votre argent soit détourné pour que des oligarques ukrainiens achètent des Bentley. Il y a une solution, donnez à TV Liberté. Non seulement vous ferez vivre un média libre et indépendant, mais vous réduirez vos impôts. Si vous donnez 300 € à TV Liberté, vous pourrez déduire 200 € de vos impôts. Votre don ne vous coûtera donc que 100 €. Et vous aurez privé le pouvoir macroniste du double. Une équation séduisante, n'est-ce pas ? Alors, n'hésitez pas. Soutenez TVL. Le Moyen-Orient, officiellement en pause, mais pas en paix. La nuit dernière, après quantité de menaces sur l'Iran, Donald Trump a finalement annoncé un cessez-le-feu de 2 semaines. Mais si Israël poursuit ses frappes sur le Liban, la trêve entre Washington et Téhéran semble elle-même assez précaire. Le point tout de suite. Il y a des reculades que l'on apprécie, celle de Donald Trump en est un exemple. Après des menaces d'anéantir la civilisation perse en quelques heures, le président américain a finalement repoussé une nouvelle fois son ultimatum pour offrir 15 jours de respiration au marché en annonçant un cessez-le-feu avec l'Iran. Un arrêt des combats entre Washington et Téhéran qui peine toutefois à être perçu comme une stabilisation durable pour les Américains. Je pense que chaque fois que des gens ne meurent pas, c'est une bonne chose. Mais je pense qu'il est clair qu'il s'agit d'une manipulation du marché. Il y a autre chose qui se joue ici. Tant que Trump ne sera pas parti de la Maison-Blanche et que tout le régime ne sera pas parti, personne n'est en sécurité. Donc c'est bien d'apprendre que toute une civilisation ne sera pas éradiquée aujourd'hui, mais il nous reste beaucoup de travail à accomplir. Et c'est pour ça que nous sommes toujours là et que nous allons continuer à nous mobiliser. Je suis soulagé d'apprendre que le président Trump ne donnera pas l'ordre à l'armée américaine de commettre des crimes de guerre ce soir, au-delà du crime initial d'avoir déclenché cette guerre. Mais je suis déçu que nous soyons en plein dans cette situation. Il se peut que nous devions tout revivre dans seulement 2 semaines, voire plus tôt s'il change encore d'avis. C'est donc un soulagement à court terme pour un profond découragement à long terme. Une annonce de cessez-le-feu qui peine donc à rassurer une population américaine chamboulée par les revirements du président. Dans la journée, une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU proposant une intervention pour bloquer le détroit, présentée par Bahreïn et soutenue par les pays du Golfe et les États-Unis, avait été rejetée avec les vétos russes et chinois. Les marchés ont donc particulièrement su apprécier les déclarations de Trump quant à la réouverture du détroit d'Ormuz, faisant repasser le baril de pétrole en dessous des $100. Une baisse que les pompes à essence du monde entier ne devraient toutefois pas répercuter tout de suite. À ce titre, il est bon de rappeler que si Donald Trump a expliqué que la crise pétrolière engendrée par la zone ne touchait pas son pays, l'essence a augmenté de près de 40% et le diesel de 50% aux États-Unis. Des données très défavorables pour le président en place, à 8 mois des élections de mi-mandat. Par ailleurs, au-delà de l'effet d'annonce triomphaliste de Donald Trump qui s'est vanté d'une victoire totale et complète, il faut rappeler que le détroit n'était pas réellement bloqué puisque les navires amis de l'Iran pouvaient déjà franchir le passage. Téhéran est donc parvenu à institutionnaliser les droits de passage à raison $1 le baril dans ce que certains appellent déjà le péage iranien, mais aussi une utilisation accrue du yuan dans les transactions au détriment de la monnaie américaine. Il n'en reste pas moins que plusieurs navires, notamment des pavillons grecs ou du Libéria, ont franchi le passage ce mercredi. On ignore toutefois dans quelle proportion les polices d'assurance auront baissé.
Par ailleurs, l'un des 10 points du plan de paix prévoit le droit pour l'Iran d'enrichir son uranium pour le nucléaire civil, mais interdit le nucléaire militaire, comme ce qui était précédemment prévu par les accords rompus par Donald Trump lors de son premier mandat. Le président américain a pourtant affirmé dans ses déclarations ce mercredi qu'il n'y aurait pas d'enrichissement nucléaire. Pete Hegseth, le secrétaire à la guerre, a quant à lui ajouté que les États-Unis prendraient l'uranium de Téhéran s'il n'était pas cédé. Le plan prévoit également la levée de toutes les sanctions américaines contre l'Iran. Supervisées par le Pakistan, les négociations doivent aussi entériner la fin des opérations israéliennes sur le Liban. C'est ce qu'Emmanuel Macron, content de sa séquence de libération des 2 otages français Cécile Coller et Jacques Paris, a également réclamé lors du Conseil de défense de ce mercredi matin. Notre souhait dans ce contexte, c'est de nous assurer que le cessez-le-feu inclut pleinement le Liban. C'est d'autre part de nous assurer que le mécanisme de coordination qui existe depuis plusieurs mois et qui inclut les États-Unis et la France soit pleinement réactivé. Et c'est de renforcer le soutien aux forces armées libanaises pour pleinement reprendre le contrôle de leur territoire et lutter efficacement contre le Hezbollah. Là aussi, nous aurons à y revenir et à coordonner la manœuvre pour permettre d'être utile. Une bien bonne volonté qui n'aura visiblement pas le droit de citer puisque Tel Aviv a exclu son voisin du Nord du cessez-le-feu et continue donc ses frappes. En début d'après-midi, heure de Paris, le Koweït et les Émirats ont fait état de plusieurs salves de drones iraniens sur leurs installations pétrolières. Téhéran a indiqué avoir répliqué à des attaques similaires. Comme toujours au Moyen-Orient, les cessez-le-feu sont bien précaires. Il faut sauver le soldat Orban. Le vice-président américain J.D. Vance est venu soutenir le Premier ministre hongrois à quelques jours des élections législatives. Un scrutin qui s'annonce aussi serré que décisif. Olivier Frère-Jacques. Hello, Mr. President. How are you? Hi. Hey, JD, could you give me a second? I'm just... Monsieur le Président, vous êtes entouré de 5000 patriotes hongrois et je pense qu'ils vous aiment encore plus que Viktor Orban. Une mise en scène un peu cheap pour l'Empire américain et l'axe conservateur. De passage à Budapest, le vice-président américain J.D. Vance a soutenu le chef du gouvernement hongrois Viktor Orban à 5 jours des élections législatives du 12 avril. Lors d'une conférence de presse conjointe, puis d'un meeting de campagne du parti Fidesz-KDNP, il a vanté les mérites de son bon ami Orban, dénonçant les interférences de Bruxelles qui, selon lui, tentent de détruire l'économie hongroise. L'officiel états-unien a joué sur la fibre du soutien de la première puissance du monde. Les relations entre l'Amérique et la Hongrie ont atteint de nouveaux sommets, une ère passionnante de nouveaux liens dans tous les domaines, de la sécurité énergétique à la coopération commerciale et économique, en passant par des liens culturels plus étroits. Aux accusations d'ingérence habituelle de Bruxelles dans les affaires hongroises, les détracteurs d'Orban pourront donc désormais évoquer celle des États-Unis. Plus prosaïquement, l'UE progressiste d'Ursula von der Leyen soutient l'opposant au Premier ministre et Washington soutient le sortant. Alors que l'on accuse souvent Budapest de connivence avec Moscou, c'est bien Washington qui apporte ici son soutien à Orban, qui a su manœuvrer habilement pour s'attirer la sympathie de 2 puissances relativement antagonistes. Pour Thibaut Gibelin, auteur du livre « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne, résurgence de l'Europe centrale », ces soutiens divers reflètent un équilibre recherché par la diplomatie Orban qui est en ménage avec ses voisins continentaux. En fait, il est en ménage avec les autres Européens. Il y a des conflits de voisinage et il cherche à équilibrer les dépendances domestiques, les dépendances en interne, par des partenariats les plus fonctionnels possibles avec du lointain. Ensuite, c'est toujours sur des aspects très conjoncturels. C'est-à-dire que la Russie, il n'est pas l'allié de la Russie. Il est l'avocat de relations sur le plan énergétique qui permettent non seulement à la Hongrie mais à l'Union européenne de survivre en tant que pôle industriel. Avec les États-Unis, il n'est pas allié avec les États-Unis en général. Par exemple, en termes de compétition économique, il souhaite une meilleure défense des intérêts européens par la Commission européenne. En revanche, la ligne surtout portée par J.D. Vance au sein de l'administration républicaine, c'est de donner toute leur place aux peuples, aux nations, pour défendre leur propre destin. Et sur ce segment-là, qui est assez idéologique, en fait, et qui est, je dirais,
déterminé sur un certain nombre de dossiers, Viktor Orban, en effet, est de concert avec J.D. Vance et de façon générale avec la Maison-Blanche actuellement. Viktor Orban, au pouvoir sans interruption depuis 2010, brigue ainsi un 5e mandat consécutif. Il fait face à une forte contestation dans un contexte de mécontentement économique et social, marqué par des accusations de corruption et de contrôle des institutions. Des instituts de sondage le donnent perdant. Le parti TISA de l'opposant Peter Magyar y est crédité d'une avance confortable autour de 48% contre 35 à 39 pour le Fidesz selon les derniers relevés. Mais attention, d'importants écarts avaient déjà été ainsi avancés lors du précédent scrutin dans un jeu de poker menteur où l'on ne sait pas si les études d'opinion sont là pour informer ou favoriser des dynamiques plus ou moins existantes. Il s'agit donc de prendre ces sondages avec des pincettes. En fait, il faut bien saisir que les deux forces politiques qui sont en confrontation, TISA et le Fidesz, ne dialoguent pas. Chacune ont leurs médias et donc chacune font un récit complètement décorrélé de ce que dit l'autre. Et dans ce brouillard de guerre informationnel, les sondages prétendent anticiper ce qui va arriver. Et donc ils ont un rôle déterminant psychologiquement. Si bien que les sondages n'ont rien à voir. En effet, les sondages qui sont publiés en faveur de TISA font montre d'un énorme écart de points, parfois 20 points d'avance pour TISA. Les sondages qui sont produits par des institutions proches du gouvernement mettent toujours le Fidesz devant, mais de peu. Voilà. Et il faut bien se rappeler que dans toutes les élections antérieures, jamais le Fidesz n'avait, à travers les sondages qui lui étaient favorables, surjoué sa cote de popularité. Il a toujours fait mieux que ce que les sondages indiquaient. Voilà, donc les jeux sont en fait extrêmement ouverts. L'opposant à Viktor Orban, Peter Magyar, 45 ans, ancien membre du Fidesz, a construit en moins de 2 ans un mouvement d'opposition conservateur pro-européen. Il promet un changement de système avec la lutte contre la corruption en ligne de mire, mais aussi des promesses de services publics peu compatibles avec les finances du pays. Il insiste également sur le dégel des fonds européens, environ 17 milliards d'euros sur 27 alloués, et sur une politique plus coopérative avec Bruxelles, tout en maintenant des positions nuancées sur l'Ukraine et la dépendance énergétique russe. Un changement de couleur politique n'est cependant pas acquis et les scénarios électoraux sont multiples. Alors, il faut prendre l'hypothèse de la défaite en compte, puisque c'est une démocratie, donc la défaite est possible. Ensuite, évidemment, il y a plusieurs échelons de défaite. Soit le Fidesz, par exemple, est juste en dessous des 100 députés qui seraient la majorité absolue. Auquel cas, il lui faut une coalition avec le parti Miazank, qui est le parti de droite radicale, qui s'alliera plus volontiers avec le Fidesz qu'avec le TISA. S'il y avait une défaite encore plus large, telle que même les sièges cumulés du Fidesz et du Miazank ne pouvaient pas constituer une majorité, c'est extrêmement improbable, et bien dans ce cas, il y aurait une majorité absolue pour le TISA qui lui permettrait de gouverner, mais pas de revenir sur les dispositions constitutionnelles mises en œuvre par le Fidesz avec la majorité des 2/3. Et enfin, le cas absolument improbable, même selon les cartes électorales prévues par l'opposition, majorité des 2/3 pour le TISA à lui seul, et auquel cas il pourrait en effet tout détricoter. Magyar évite soigneusement tout soutien visible de dirigeants étrangers afin de contrer les accusations d'ingérence lancées par le camp Orban qui le présente comme une marionnette de Bruxelles et de Kiev. Son parti, TISA, siège au sein du Parti populaire européen, le PPE, famille politique d'Ursula von der Leyen, mais ses eurodéputés ont été sanctionnés par le PPE en janvier 2026 pour ne pas avoir soutenu la présidente de la Commission lors d'une motion de censure. Si Orban joue son va-tout dimanche, son adversaire marche, lui, sur une ligne de crête. Moins d'élèves français dans les écoles. Le déclin démographique frappe l'éducation nationale et le ministère avance des solutions comptables sans grande perspective. Renaud de Bourleuf. Avec l'effondrement de la démographie française, nos politiques découvrent que les écoles se vident. Mardi, le service statistique du ministère de l'Éducation nationale a publié des estimations sur les effectifs d'élèves dans les premiers et seconds degrés à l'horizon 2035. Concrètement, en 10 ans, les écoles, collèges et lycées devraient avoir perdu 1,7 million d'élèves, une baisse de 14% par rapport à la population scolaire actuelle. Des questions déjà évoquées fin mars par le ministre de l'Éducation, Édouard Geoffrey, lors de questions à l'Assemblée nationale. Je partage évidemment votre inquiétude devant le vertige démographique et devant le déchirement que constituent des fermetures de classes, singulièrement au milieu rural. Je repartage avec vous, oui, c'est un déchirement.
Je repartage quelques données avec vous avant de vous répondre sur le fond. Ces données démographiques, c'est que nous perdons actuellement, par rapport à il y a 10 ans, une génération tous les 4 ans. Avec les données publiées mardi, le ministre l'affirme, il n'y aura pas de fermeture d'école l'année prochaine sans l'accord du maire. Reste qu'Édouard Geoffrey évoque maintenant l'idée de repenser l'offre scolaire sur le territoire à long terme. Mais la question qui revient sur le devant de la scène est la suivante. Combien de fermetures de classes et de suppressions de postes ? Un sujet au cœur des manifestations d'enseignants de la semaine dernière, alors que 4000 suppressions de postes d'enseignants, publics et privés confondus, sont attendues pour la rentrée 2026. On en est quasiment à 600 fermetures en 4 ans. Les écoles publiques parisiennes ne peuvent plus se permettre ce genre de suppression de postes, d'autant qu'on manque de postes de remplaçants et remplaçantes. Le remplacement dans l'académie est vraiment très dégradé. On manque d'enseignants et d'enseignantes spécialisés pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Et au lieu de profiter de la baisse démographique à Paris, puisqu'elle est réelle, le rectorat préfère supprimer des postes. Là, on est sur une logique comptable qui ne regarde pas les projets d'école, qui ne regarde pas tout ce qu'on peut offrir dans les écoles publiques parisiennes et tout ce qu'il y a déjà, toutes les richesses, des programmes de langue, des programmes de sport, des programmes numériques. Voilà, nos écoles regorgent de ressources et donc là, les fermetures viennent de façon totalement comptable en regardant des chiffres sur une colonne Excel. Aujourd'hui, si vous voulez fermer une classe chez nous, ce serait un nouveau coup porté au groupe scolaire. Et aujourd'hui, je suis là pour défendre 394 familles qui ont juste besoin de retrouver la sérénité, l'apaisement, la confiance dans le périscolaire et qui n'ont certainement pas besoin de la fermeture d'une classe. On enlève des moyens aux établissements, aux écoles, on supprime des postes, alors qu'on aurait pu profiter de la baisse alors sous prétexte de baisse démographique, c'est-à-dire il y a moins d'élèves, donc du coup on enlève des postes, alors qu'on aurait pu profiter de cette baisse démographique pour laisser les moyens tels quels et à ce moment-là de pouvoir avoir des meilleures conditions d'enseignement pour les élèves. Dans notre école, ça veut dire donc beaucoup plus d'élèves par classe. Ça veut dire aussi déjà qu'on n'a pas assez d'AESH pour compléter les heures, donc ça veut dire des enfants porteurs de handicap qui n'ont pas d'AESH. Ça veut dire des enseignants qui sont malades, qui ne seront pas remplacés. C'est le cas dans l'école d'en face, par exemple, une enseignante qui est malade, qui est en arrêt maladie depuis un mois en CP et qui n'est pas remplacée. Voilà, ça veut dire moins de moyens pour l'éducation et moins de moyens pour les enfants de notre pays. Ce qui est en jeu, c'est les enfants. Et que là, ça a touché vraiment les enfants. Et que ça va aussi faire une surcharge pour le personnel des écoles, tout ce qui est ATCM, directrice et enseignante, et moi je trouve que ce n'est pas normal. Voir la baisse du nombre d'élèves comme une opportunité pour des classes à plus petits effectifs, avec des professeurs davantage disponibles pour leurs élèves, une solution qui paraît évidente à première vue, Anne Coffinier, présidente de l'association Créer son école, pense que le ministère peut aller plus loin. Quelle est la bonne manière de réagir face à ça ? On voit qu'aujourd'hui, le gouvernement ne fait preuve d'aucune espèce de créativité. Ils raisonnent à règles du jeu tout à fait constantes. Donc, ils ont un ratio d'élèves par classe qui leur paraît être normal, et dès lors que ce ratio baisse, ils ferment la classe. Donc, ils restent sur un modèle finalement du 19e siècle, un modèle militaire, si j'ose dire, un modèle ouvrier, avec un ratio qui est d'ailleurs le même quel que soit le niveau de la classe pour tout le primaire, puis après pour le secondaire. Donc, c'est pas très fin. C'est le même ratio quel que soit l'endroit du territoire, même si aussi on est en ruralité. Donc c'est un ratio, une approche budgétaire des réalités, une approche systématique, comme si finalement il s'agissait avant tout de gérer des masses. Bon, non, moi cette manière me paraît tout à fait inadaptée. Il est temps d'innover. On a plusieurs chocs qui nous poussent à innover, à repenser complètement l'organisation scolaire. On a le choc bien sûr de la démographie. On a aussi le choc tout bêtement du niveau parce qu'on constate que le niveau s'effondre. On a aussi le choc d'apports démographiques issus de l'immigration qui sont de plus en plus forts et de plus en plus difficiles à intégrer. Et on a enfin le choc de l'IA. Et donc avec tout ça, ça paraît absurde de continuer à raisonner à droit constant, si j'ose dire. Il faut absolument changer les paramètres pour repenser le sujet. L'État aurait les clés pour refondre totalement l'école. Anne Coffinier donne quelques exemples concrets. Dans certains cas, vous prenez des enfants atteints de surdité ou atteints d'un certain nombre de handicaps. Le simple fait de les mettre dans une petite école avec des classes à effectifs réduits règle quasiment le problème qu'ils doivent rencontrer pour étudier, sans avoir à faire appel des AESH ou des classes spécialisées. Ce type de solution de bon sens n'est jamais abordée par l'éducation nationale parce qu'elle résonne en grande masse. Elle résonne en solutions qui doivent convenir pour à peu près tout le monde. De la même manière, certains cours peuvent être très bien dispensés à 500 élèves à la fois et d'autres, au contraire, gagneraient à être dispensés par un groupe de 5.
Là encore, le fait de passer à des grands groupes, de petits groupes selon les matières et selon les moments de la journée, c'est quelque chose auquel l'Éducation nationale n'a jamais réfléchi. Reste au ministère à agir avec une vraie vision et non plus avec des données chiffrées et des bilans comptables. Et à présent, restons aux côtés de Renaud Bourleuf pour l'actualité en bref en France. Sarkozy lâche les copains. Au procès en appel de l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007, l'ancien président a passé 8 heures à la barre mardi au palais de justice de Paris. Nicolas Sarkozy s'est montré calme et solennel, répondant uniquement aux questions du président de la Cour. Il affirmait n'avoir jamais été informé des déplacements de Claude Guéant et Brice Hortefeux en Libye, ni de leur rencontre avec Abdallah al-Senoussi en 2005. Nicolas Sarkozy a pris ses distances avec ses coprévenus, qualifiant certaines initiatives de guet-apens et minimisant l'importance des documents en tête de l'Élysée retrouvés chez Alexandre Djouri. Il a notamment imputé à Claude Guéant, absent pour raison de santé, une imprudence sans gravité. Ces réponses, parfois jugées un peu étonnantes par le magistrat, ont laissé la Cour dubitative sur sa réelle ignorance des faits. Le procès doit se terminer le 3 juin prochain. Première secousse pour la loi Yadan. La proposition visant à criminaliser la critique d'Israël en considérant qu'il s'agit d'une nouvelle forme d'antisémitisme, censée être examinée par les députés les 16 et 17 avril, connaît déjà une vive opposition. En effet, à l'image de l'opération contre la loi Duplon, une pétition soutenue par LFI a déjà réuni 500 000 signatures pour s'opposer au texte de la macroniste représentant des Français de l'étranger sur la zone englobant Israël, Caroline Yadan. Le texte vise à combattre les actes antisémites en sanctionnant notamment l'antisionisme, considéré par la députée comme un faux-nez de l'antisémitisme. Le texte, soutenu par Horizon, les Républicains et le Rassemblement national, met toutefois mal à l'aise un bon nombre d'élus qui envisagent de sécher l'école le jour du vote, estimant que la situation géopolitique, où la politique israélienne de Benjamin Netanyahu est particulièrement virulente aussi bien sur Gaza que sur la Cisjordanie et le Liban, compliquait considérablement cet agenda. J-1 avant la déclaration de revenus. Demain jeudi, la campagne des impôts va s'ouvrir. Notons un changement concernant les couples mariés ou pacsés. Chaque membre du couple se voit appliquer un taux correspondant à ses revenus propres, soit le taux individualisé, sauf option contraire de leur part dans les déclarations de revenus. Notons aussi que le prélèvement forfaitaire unique, communément appelé flat tax, est fixé à 31,4% contre 30% auparavant. Accident mortel de TGV dans le Pas-de-Calais. Mardi matin, une collision entre un poids lourd et un TGV a eu lieu sur un passage à niveau de Bully-les-Mines près de Lens. Le conducteur du train est mort. Il y a eu au moins 16 blessés, dont 2 ont été, dans un premier temps, hospitalisés pour urgence absolue. Une enquête a été ouverte du chef d'homicide routier. Le chauffeur, un Polonais de 30 ans, a été placé en garde à vue pour homicide involontaire aggravé par la mise en danger délibérée d'une obligation de sécurité. L'enquête va forcément prendre du temps. Il y a des investigations techniques sur le matériel ferroviaire, sur le poids lourd et le convoi exceptionnel qui a été percuté. Vous savez que dans notre pays, il y a environ 15 000 passages à niveau, qu'il y a 1% de ces passages à niveau qui sont dissensibles, qu'on surveille très régulièrement, que ce soit localement ou les équipes de la SNCF. Celui-là n'était pas dans le 1% des passages à niveau sensibles. Donc l'enquête nous montrera s'il a bien fonctionné ou non. Notons que le trafic ferroviaire est interrompu, au moins jusqu'à jeudi, sur l'axe Béthune-Lens. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale avec Olivier Frère-Jacques. Une horde de médecins complices d'Epstein, avortement, pose d'implants mammaires, opération clandestine sur la table de la salle à manger. Les interventions médicales en dehors de tous les cadres sanitaires étaient légion autour du pédocriminel. Grâce à une ex-compagne médecin, Eva Dubin, officiant dans le très sélect hôpital Mount Sinai, de nombreux praticiens se pliaient aux demandes d'Epstein, notamment pour les filles dont ils abusaient. Pour tous ces actes illégaux, les médecins touchaient de coquettes sommes du milliardaire, une nouvelle démonstration des réseaux qui agissaient aux côtés d'Epstein et se rendaient complices de ces crimes. On est loin du serment d'Hippocrate. La liberté de circulation supprimée en Allemagne. Depuis le 1er janvier 2026, les hommes allemands âgés de 17 à 45 ans doivent déclarer à la Bundeswehr tout séjour à l'étranger supérieur à 3 mois. Cette mesure, héritée de la guerre froide, était jusqu'ici réservée aux périodes de situation tendue ou de menaces imminentes. Elle s'applique désormais en temps normal, y compris pour un étudiant Erasmus, un voyage ou une expatriation, et cela même au sein de l'UE. Le ministre de la Défense a confirmé l'information, précisant que l'autorisation serait accordée automatiquement et sans valeur de visa. Plusieurs voix se sont élevées contre cette mesure, dont celle de l'égérie de gauche souverainiste Sarah Wagenknecht, qui y voit une étape cachée vers la militarisation.
Le gouvernement assure qu'il s'agit seulement de disposer d'une base de données en cas de crise. L'Algérie se prépare à une visite historique. Pour la première fois, un pape va se rendre dans le pays du Maghreb les 13 et 14 avril. La ville portuaire d'Annaba est en plein travaux pour l'occasion, alors que le pape Léon XIV viendra dire la messe dans la basilique. En effet, Annaba, 4e ville la plus peuplée d'Algérie, a été connue dans l'Antiquité sous le nom d'Hippone et a eu pour évêque Saint Augustin, un des plus célèbres théologiens des premiers siècles. Le pape poursuivra son voyage africain au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale. Objectif Terre, les 4 astronautes de la mission Artemis ont remis le cap vers le plancher des Vaches mardi après avoir survolé la Lune. Ils sont devenus les premiers humains à s'être rendus au point le plus éloigné de notre planète, atteignant plus de 406 000 km, dépassant le record d'Apollo 13 en 1970. Durant leur passage derrière la Lune, ils ont observé un lever et un coucher de Terre ainsi qu'une éclipse solaire. L'équipage n'a pas alluni, mais a survolé l'astre à 6500 km d'altitude, offrant une vue inédite de régions jamais observées directement. Le retour sur Terre est prévu dans les prochains jours. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Ce soir, à partir de 21h, découvrez un nouveau numéro d'Alerte Générale. Nicolas Vidal et Alexis Poulain reçoivent cette fois le journaliste Didier Maisto pour débattre des conséquences de la politique de Donald Trump et de la commission parlementaire sur l'audiovisuel public. En même temps, on a assisté ce week-end à encore une séquence absolument surréaliste où on a Madame Arnaud, c'était formidable ça. Quand même la femme de l'homme le plus riche de la planète, qui vient de dire « Oh non, mais vous comprenez, voilà, j'ai pas dit ça, le montage était mauvais. » Et en fait, c'est la femme qui recycle tous les plans pourris de la planète. L'ancien Carlos Ghosn qui dit « Oh, pour tous les enfants, vous êtes l'homme qui a voyagé dans une malle. Oui, racontez-nous comment ça se passe. » Elle est formidable. Alors, belle ligne sous les mers, et alors ? Également au programme de votre soirée passé-présent, Guillaume Fiquet reçoit le journaliste Francis Bergeron pour évoquer la figure d'Antoine-Augustin Parmentier, le père de la pomme de terre. Demain, dès 7h, retrouvez un nouveau Zoom avec le philosophe Xavier Coquille. Il dénonce la politique de la Commission européenne sur les communes françaises et le logement. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Rendez-vous demain, même lieu, même heure, aux côtés d'Olivier Frère Jacques. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.